Le soleil matinal projetait une lueur de cathédrale à travers les fenêtres cintrées de l'institut privé de Passy, une forteresse préscolaire du 6e arrondissement de Paris où se mêlaient vieilles fortunes et nouvelles ambitions. Tout, à l'intérieur de son portail en fer forgé, était soigneusement orchestré pour atteindre la perfection, des rosiers impeccablement taillés aux plaques de cuivre polies sur les minuscules casiers. Dehors, un défilé silencieux de berlines de luxe déposait des enfants vêtus de tenues de créateurs miniatures, leur rire résonnant dans l'air vif du matin. C'était un monde peint en pastel serein, une symphonie de rires polis et de joie en bois importé. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Et dans un coin de la salle des colibris, il y avait Léo. À 5 ans, Léo était un orage silencieux de pensées profondes et de grands yeux observateurs. Sa peau, couleur de terre riche, contrastait vivement avec les visages pâles et uniformes qui l'entouraient. Il portait le même polo bleu marine impeccable que tous les autres. Mais sur lui, le vêtement semblait porter un poids invisible. Il était une nuance pour laquelle il n'avait pas de nom, une note jouée en clé mineure. Son enseignante, Madame Blanchard, était une femme taillée dans la glace, grande, les lèvres minces, la posture aussi rigide que ses principes. Elle se déplaçait dans la classe avec une chaleur étudiée qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, surtout lorsqu'il se posait sur Léo. Pour les autres enfants, sa voix était du miel. Pour Léo, c'était du vinaigre. Elle ne choisissait jamais ses dessins vibrants de fusées et de dragons pour les accrocher au mur des champions. À l'heure du goûter, les tranches de pommes les plus fraîches et les gâteaux aux formes amusantes allaient aux autres. Léo était toujours servi en dernier, recevant souvent une banane un peu meurtrie ou les biscuits cassés du fond de la boîte, tendus avec un tien dédaigneux. Les autres enfants, maîtres dans l'art du mimétisme social, apprirent bien la leçon. La place à côté de Léo était toujours la dernière à être occupée. Il était le loup désigné d'office à chaque jeu, le partenaire que personne ne choisissait. Il apprit à se faire petit, à construire ses tours de cubes en silence, à exister dans les marges. La sécurité, avait-il découvert, c'était l'invisibilité. C'était un jeudi après-midi paisible. Une lumière dorée filtrait à travers les stores et une douce berceuse instrumentale émanait des haut-parleurs. Léo était à sa petite table dans le coin, coloriant méticuleusement l'image d'un lion, son crayon se déplaçant avec une précision soignée à l'intérieur des lignes. En face de lui était assise Lily, une fillette aux boucles blondes comme le soleil et à la confiance sans borne d'un enfant à qui on n'a jamais dit non. Elle n'était pas méchante, mais elle vivait dans son propre monde, ignorant les murs invisibles que Léo naviguait chaque jour. Elle gloussa, poussant son propre dessin, un gribouillis violet chaotique vers lui. « Ton lion est ennuyeux, » déclara-t-elle d'un air enjoué et tendit la main pour tirer sur son dessin. Léo sursauta, le retirant. « Je l'aime bien, » murmura-t-il. Sa prise se fit plus insistante. Dans la danse maladroite,
et confuse des enfants, leurs chaises grincèrent et basculèrent. Avec un cri de surprise, ils tombèrent tous les deux au sol. La pièce devint silencieuse. Lily, plus choquée que blessée, éclata immédiatement en sanglots. Léo resta figé, les paumes picotant de l'impact sur le linoléum froid. Madame Blanchard fut sur pied en un instant, ses talons claquant comme des coups de feu sur le carrelage. « Lily, ma chérie, tu t'es fait mal, roucoula-t-elle, s'agenouillant pour s'agiter autour de la fillette, en pleurs, cherchant des égratignures imaginaires. Elle n'accorda pas un seul regard à Léo. « Je n'ai pas fait exprès, » commença Léo, la voix tremblante. La tête de madame Blanchard pivota vers lui, son expression s'aigrissant. « Qu'as-tu fait, Léo ?» Sa voix claqua comme un coup de fouet, assez fort pour que chaque enfant lève les yeux. « On était juste... Elle a tiré mon dessin. »« Je t'ai dit des dizaines de fois de ne pas être si brusque, » lança-t-elle, le coupant. Sa main jaillit, et avant que Léo ne puisse réagir, ses doigts se refermèrent sur la chair tendre de son oreille, la tordant sèchement. Une douleur vive et brûlante le transperça. Ce n'était pas seulement la douleur, c'était la chaleur cuisante de l'humiliation. « Debout, » ordonna-t-elle, sa voix basse et venimeuse. « Tu vas apprendre à te maîtriser dans ma classe. » Il se releva en chancelant, les joues en feu, les larmes piquant ses yeux, mais refusant de couler. Il ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il fut ramené à sa chaise et y fut déposé comme une poupée indisciplinée. « Assieds-toi là et tais-toi. » Il s'assit. Il fixa son dessin du lion, maintenant froissé et chiffonné par la chute. Pour le reste de la journée, il fut un fantôme. Ce soir-là, le grand et silencieux appartement semblait caverneux. Léo picorait le poulet rôti dans son assiette, le silence à la longue table en acajou, amplifiant le tumulte dans sa poitrine. Élise Moreau, sa mère, entra dans la salle à manger, sa présence emplissant l'espace. Elle était la mère de Paris, une femme habituée à commander des salsas bien plus intimidantes que celle-ci, mais ses instincts les plus vifs étaient toujours réservés à son fils. Elle desserra le foulard de soie à son cou, ses yeux remarquant immédiatement son assiette intacte et l'immobilité anormale de sa posture. Il semblait replié sur lui-même. « Pas faim, mon petit lion ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Il haussa les épaules, le regard fixé sur son assiette. Ses yeux s'adoucirent d'inquiétude, traçant la ligne de sa mâchoire. Et c'est alors qu'elle le vit, une légère marque rouge et irritée juste derrière le lobe de son oreille droite. Ce n'était pas une égratignure, ce n'était pas une chute, c'était la forme distincte et révélatrice d'un pincement. Un glacier se forma dans ses veines. Sa voix, quand elle parla, était dangereusement calme. « Léo, qu'est-il arrivé à ton oreille? » Il se recula instinctivement. « Rien, je suis tombé. »« Regarde-moi, » dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle tourna doucement son visage vers elle. « Qui t'a fait ça? »
Sa lèvre inférieure trembla. « Madame Blanchard, » murmura-t-il, les mots se bousculant. « Mais c'était un accident. Je suis tombé avec Lily et elle s'est fâchée. Ce n'est pas grave. » Il excusait déjà celle qu'il avait blessée. Le glacier à l'intérieur d'Élise commença à se fissurer. Elle avait vu les changements subtils en lui depuis des semaines, l'affaiblissement de son esprit vif, la façon dont il rentrait à la maison plus petit qu'à son départ. Elle avait mis ça sur le compte des angoisses d'une nouvelle école. Elle avait eu tort. « Merci de me l'avoir dit, mon chéri, » dit-elle, la voix ferme. « Va te préparer pour le lit. J'arrive pour te border. » Alors que le bruit de ses petits pas s'estompait dans le grand escalier, Élise resta à table. Elle ne prit pas son téléphone pour envoyer un courriel de colère. Elle ne planifia pas de confrontation dramatique. Son approche était toujours plus stratégique. Avec un calme glacial, elle se rendit dans son bureau. Les ressources de la ville, ses archives, ses réseaux, tout était à sa portée. Ce soir-là, elle n'était pas seulement une mère. Elle était la mère, investie d'une mission unique et juste. Le lendemain matin, Élise Moreau ne prit pas la voiture de fonction. Elle conduisit sa propre berline et se gara de l'autre côté de la rue de l'Institut, observant depuis les vitres teintées le rituel matinal des arrivées. Puis, elle entra dans l'école. La réceptionniste, ne la reconnaissant pas sans son entourage habituel, lui offrit un sourire poli et professionnel. « Bonjour, je suis Élise Moreau, » dit-elle, sa voix froide et posée. « Je suis ici pour observer la salle des colibris. » Une lueur de reconnaissance, puis de panique, traversa le visage de la réceptionniste. Elle escorta rapidement la mère jusqu'à la petite fenêtre d'observation sans teint. À l'intérieur, la scène était exactement comme Élise l'avait craint. Les enfants étaient rassemblés en cercle sur le tapis, chantant une chanson, les mains en l'air, tous sauf un. Léo était assis seul à sa table dans le coin, les mains jointes sur ses genoux, observant. Madame Blanchard se tenait avec le groupe, souriant et applaudissant, ignorant ostensiblement le petit garçon dans le coin. Puis une petite agitation. Un garçon renversa un verre d'eau. Le sourire de Madame Blanchard disparut. Ses yeux se tournèrent immédiatement vers le coin. « Léo, » cria-t-elle sèchement, « nettoie ça. » Léo, bien qu'à plusieurs mètres de la flaque, se leva sans un mot, en s'agenouillant avec un chiffon. Son propre coude heurta son verre à moitié plein, le renversant. Le visage de Madame Blanchard se tordit de fureur. « Ça suffit, gronda-t-elle, marchant à grands pas vers lui, la main levée. La porte de la classe s'ouvrit avec un déclic feutré. Élise Moreau entra. La pièce se figea. La main de Madame Blanchard resta suspendue en l'air. Léo leva les yeux, rempli d'un mélange de terreur et d'incrédulité. La voix d'Élise était douce, mais elle trancha le silence comme un rasoir. « Baissez cette main !» Madame Blanchard balbutia, le visage blêmissant. « Madame la mère, ce n'est pas ce que vous croyez. Il est turbulent. »« Mon fils, » dit Élise, le regard d'acier, faisait exactement ce que vous lui avez demandé. Je vous observe depuis 10 minutes. Je vous observe depuis des semaines. Vous l'avez ignoré.
Vous l'avez isolé, vous l'avez blâmé, et vous avez posé les mains sur lui. Je ne savais pas que c'était votre fils, murmura madame Blanchard, une erreur désespérée et fatale. Et c'est précisément pour cela, répliqua Élise, sa voix tombant presque à un murmure, que vous n'enseignerez plus jamais à un seul enfant dans cette ville. Vous ne l'avez pas maltraité parce que vous le pensiez difficile, vous l'avez maltraité parce que vous le pensiez sans pouvoir. Faites vos affaires. C'est terminé. Elle tendit la main à son fils. Viens, Léo, on s'en va. Léo prit sa main, ses petits doigts agrippant fermement les siens. En sortant de la classe, passant devant les autres enfants stupéfaits et l'enseignante pâle et silencieuse, il sentit la force de sa mère l'envahir. Il se tint un peu plus droit. Le lendemain, l'histoire ne fut pas qu'un simple renvoi discret. La mère Élise Moreau tint une conférence de presse. Elle ne nomma ni l'école ni l'enseignante. Ce n'était pas nécessaire. Elle parla de la corrosion silencieuse des préjugés, du devoir de protection dû à chaque enfant, quelle que soit son origine. Elle annonça une nouvelle commission de surveillance municipale pour les écoles privées, avec des canaux de signalement anonymes pour les parents, le personnel et même les enfants. Quand Léo retourna à l'école une semaine plus tard, ce fut dans une nouvelle classe. Sa nouvelle maîtresse, une femme chaleureuse nommée Madame Dubois, s'agenouilla pour le regarder dans les yeux le premier jour. « Léo, dit-elle avec un sourire sincère, je suis si heureuse que tu sois là. » Cet après-midi-là, pendant l'atelier d'art, Léo peignit un autre lion. Celui-ci n'était ni petit ni confiné par des lignes. Il était immense. Sa crinière une explosion brillante d'orange et de jaune, occupant toute la page. Une fille à côté de lui se pencha. « Ouah, il est vraiment grand. » Léo regarda son dessin, puis la regarda, et un petit sourire confiant effleura ses lèvres, pour la première fois depuis longtemps. « Oui, dit-il, il l'est. Partagez des histoires pleines de sens avec nous en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer chaque journée avec des leçons profondes et une empathie sincère